Bonjour tout le monde, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à nous dire qu'est-ce que vous faites, dans quelle boîte. On va laisser encore quelques minutes le temps que les gens se connectent. En attendant, moi je vais commencer par partager mon écran. Tac. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Super. Bien, bienvenue dans ce nouveau webinaire The Product Crew. Si vous avez loupé celui d'hier sur le design, d'ailleurs, il y a un replay qui arrive très bientôt. C'était avec Alan. Aujourd'hui, c'est avec Epsor et le sujet qui nous amène, c'est la discovery sous contrainte. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler dans le monde product avec des beaux bouquins comme Discovery Discipline, mais qui nous viennent de boîtes telles Blablacar. Sauf que la réalité de nombreuses boîtes, c'est qu'elles n'ont pas les moyens d'un Blablacar, n'ont pas le temps ou les ressources à accorder à la discovery. Et donc, c'est le sujet qui nous amène aujourd'hui avec Epsor. On a Marion, la CPO de Epsor, qui nous vient du monde de la finance. Tu as passé 10 ans à la Société Générale. Et Louis Robert, Product Manager depuis 5 ans, qui a rejoint Epsor il y a un peu plus d'1 an, qui vont nous expliquer comment ils ont été confrontés à cette problématique. Donc voilà, comment mener une bonne discovery quand on a peu de temps, pas d'équipe dédiée et pas forcément envie d'y mettre des tonnes de moyens. Et avec des contraintes aussi de deadline qui... c'est un gros mot, je sais, dans le produit, mais ça existe encore, des deadlines. Je pense que ça va parler à pas mal de gens, ce webinaire en tout cas, c'est le but. The Product Crew, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent déjà, mais petit rappel, donc on est une communauté de 8000 profils de Product Manager, Product Designer, Engineering et Data People. Notre mission, c'est de libérer le potentiel des membres de notre belle communauté et côté startup, d'aider des startups scale-up à construire des équipes tech avec des top profils, avec une super culture produit. Voilà. Si vous voulez rejoindre le crew, c'est très simple. Il y a 2 QR codes qui s'affichent sur votre écran pour devenir membre, pour accéder à nos ressources, participer à nos webinaires et booster votre carrière. C'est le QR code de gauche. Si vous êtes intéressé pour parler de vos enjeux de recrutement, c'est le QR code de droite. Vous le scannez, c'est un petit formulaire à remplir très rapidement et vous serez recontacté par un expert TPC qui vous accompagnera de la définition du besoin jusqu'au closing d'un candidat issu de la communauté. Je vais laisser la parole à Marion et je te laisse partager ta présentation. Tac. Yes. On a déjà 96 personnes dans le chat, hein, donc pas de pression Marion. Mais... Tout le monde voit bien? Je ne répondais pas les 96 personnes. Non, mais on voit ton écran, on voit bien ton écran, je te confirme. Top. Eh bien, enchantée, contente d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Marion, CPO d'Epsor depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et aujourd'hui, avec Louis, qui est PM dans la même équipe, on va vous parler d'un sujet d'actualité qui est la sobriété, mais cette fois-ci appliqué aux pratiques de product management, en particulier à la discovery. Et pourquoi c'est un sujet qui nous paraissait intéressant à proposer au Product Crew, c'est que déjà, il y a une première chose, c'est le contexte actuel qui fait qu'il y a pas mal de boîtes qui, et peut-être vous en faites partie, mais qui sont peut-être dans des logiques un peu plus frugales aujourd'hui qu'elles l'ont été, ou en tout cas qui ne vont pas pouvoir investir autant qu'elles l'auraient souhaité. Et la deuxième raison, c'est qu'à titre personnel, parfois on trouve ça un peu difficile dans l'équipe de prendre pour modèle des méthodologies déployées dans des boîtes qui ont les moyens considérables. Tu parlais de Blablacar, mais ce type de boîte, alors que nous, ce n'est pas vraiment le genre de moyens avec lesquels on opère aujourd'hui. Alors, excusez-moi, petit souci de... Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas... Ah, voilà, ok. Du coup, le contexte, nous, on va vous parler d'un sujet qui nous a tout particulièrement occupé cette année, et en fait, tout particulièrement Louis, et aussi Quentin, un des product designers de l'équipe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand ce sujet tombe en début d'année, pour nous, c'est une contrainte réglementaire, et on n'a pas vraiment le choix du timing. On va vous expliquer de quoi il s'agit après, mais en gros, on doit démarrer à bosser dessus en avril, on a une contrainte d'être en conformité en juin, et donc ça veut dire que mi-mai, on doit avoir des specs, et donc ça veut dire qu'on a en gros 1 mois de discovery. Et en face de ça, on a une équipe qui n'est pas immense. On a 4 squads, 1 PM par squad. Chez nous, les PM, ils font tout, de la discovery à la QA. On a une équipe design qui est resserrée avec seulement 2 designers pour toute l'équipe et pas d'user researcher.
le dernier élément, c'est que ce sujet-là, on savait avant de démarrer qu'il était complexe, parce qu'il y avait énormément d'use cases. On vous donnera un exemple plus tard, mais des use cases assez complexes. Et donc, on savait que ça n'allait pas être de la tarte. Donc voilà, maintenant qu'on a un peu planté le décor et qu'on a bien fait pleurer dans les chaumières sur notre pauvre situation, je vais vous résumer en une phrase ce dont on va parler aujourd'hui. En gros, on va vous parler de la manière dont on s'y est pris pour bien sélectionner nos initiatives de discovery, pour faire en sorte d'avoir en fait juste ce dont on avait besoin d'avoir comme apprentissage, qui soit en même temps fiable, de les avoir les plus vite possible et sans passer à côté de use case structurants. Avant ça, une petite intro juste sur Epsor pour que vous compreniez ensuite de quoi on va parler. Epsor, c'est une entreprise B2B2C qui donne accès aux salariés de nos entreprises clientes à une application web et une application mobile pour leur permettre de gérer leur épargne salariale. Je pense que certains d'entre vous ont déjà eu de l'épargne salariale, mais peut-être pas tout le monde. Le concept, c'est que les entreprises, beaucoup d'entreprises en France, et notamment les grandes entreprises, versent des primes spécifiques à leurs salariés qu'elles peuvent placer dans des plans d'épargne qui permettent de faire des économies d'impôts, de faire fructifier de l'argent un certain temps. Donc, c'est un avantage salarial parfois très significatif pour certaines personnes dans les entreprises. C'est une partie importante du package. Et aujourd'hui, en fait, pour vous expliquer ce que fait Epsor, à la base, en fait, nos concurrents, c'est des grosses institutions bancaires qui ont des produits très complexes pour les salariés, qui ne comprennent pas, pour la plupart, la finance, qui ne s'intéressent pas spécifiquement à ce sujet. Et donc, c'est sur ce point que nous, on cherche à se démarquer en aidant les personnes qui ont de l'épargne d'entreprise, les salariés qui ont de l'épargne d'entreprise, à faire les bons placements sans rien y connaître à la base. En plus de ça, Epsor, c'est une entreprise à mission. Et donc, on a concrètement à cœur de donner aux salariés les clés pour mieux gérer leur argent, préparer leurs projets, leur avenir, et aussi leur donner la possibilité d'aligner leurs placements à leurs valeurs, puisqu'on a une sélection engagée de placements responsables et on leur donne aussi une très grande transparence sur leurs placements. Comme notre promesse principale, je vous l'ai dit, c'était d'aider les salariés à investir. Le conseil financier, c'est quelque chose qui est au cœur de notre produit. Et donc, je vais vous en parler un instant parce que c'est sur ce sujet qu'on a travaillé. Concrètement, aujourd'hui, un salarié qui s'onboard sur Epsor, on va lui proposer de répondre à quelques questions. Et en fonction de ces réponses, on va lui recommander un profil investisseur. Donc, par exemple, on va l'interroger sur ses projets, l'horizon de ses projets. Et en fonction, on va lui donner un profil qui correspond en fait à une composition de placement personnalisée. Un peu comme un cocktail, c'est une image qui est très chère à Louis, qui parle souvent de cocktail pour exprimer ce que c'est qu'un profil investisseur. Donc, je me permets de vous donner cette image qui sera peut-être plus claire pour vous. Donc là, par exemple, si vous voyez le cas de Claire, qui veut acheter une résidence principale dans 2 ans, qui s'y connaît pas trop, qui a peut-être pas envie de prendre trop de risques, eh ben, on va lui recommander un profil randonneur, donc ce qui est un profil avec un niveau de risque relativement faible. À quoi ça sert un profil ? Eh bien, ce qui se passait avant Epsor et encore aujourd'hui chez nos concurrents, c'est que quand un salarié doit placer une prime, concrètement, il se retrouve devant une liste de placements avec des termes techniques et on laisse les gens se débrouiller pour faire leur choix parmi cette liste. Avec Epsor, la valeur ajoutée, c'est qu'on va proposer du coup des compositions, des cocktails de placements prédéfinis qui correspondent à la personne, ce qui fait qu'au moment de placer sa prime, elle pourra juste dire « OK, selon mon profil » et en un clic, c'est fait. Ça, aujourd'hui, on a 2/3 des personnes qui ont un profil chez nous qui utilisent cette fonctionnalité de placer leur prime directement selon leur profil. Donc, j'en viens à notre sujet. En début d'année, donc, on a cette contrainte réglementaire qui tombe. On nous dit, vous devez faire en sorte que vos utilisateurs réévaluent leur profil investisseur régulièrement. Sauf que nous, aujourd'hui, jusqu'à ce moment-là, ce n'était pas possible, puisque à la base, le produit il avait été conçu comme ça pour pouvoir finalement se construire un profil au début, au moment de l'onboarding, mais ce n'était pas possible de le réévaluer plus tard. Et en fait, pendant un moment, ce n'était pas vraiment un sujet puisque nos bases d'utilisateurs étaient assez récentes, donc ce n'était pas trop une problématique. Donc au moment où cette contrainte tombe, on se pose une question qui est, est-ce que ce ne serait pas en fait une belle opportunité produit ? Parce que déjà, d'une part, on peut se dire que logiquement, après un certain temps, certains utilisateurs peuvent avoir changé de projet, donc leur profil pourrait ne plus être trop adapté. Et en plus, chez Epsor, on a des métriques clés d'usage, parmi nos métriques clés produits, on a l'usage des profils, le pourcentage d'utilisateurs qui ont un profil, le pourcentage d'utilisateurs qui l'utilisent, c'est des choses qu'on suit et qui sont au centre de ce qu'on cherche à créer comme valeur. Mais en fait, à ce moment-là, le problème qu'on a, c'est qu'on a très peu de données. En fait, on a très peu d'utilisateurs, moins de 5 personnes qui nous avaient remonté ce problème. Presque jamais personne ne demandait en fait à réévaluer son profil. Donc on avait tout un tas de questions sans réponse. Et donc c'est à partir de ce point de départ qu'on s'est dit qu'il y avait une opportunité à explorer et qu'on avait besoin d'être assez focus sur les questions qu'on allait vouloir explorer. Donc c'est Louis qui va vous présenter à partir de ce moment la démarche qu'on a suivie. Merci Marion. Vous m'entendez tous ? Oui, enfin bref. Cool. Du coup, sur ce thème-là, on va
commencer par prendre un peu de hauteur, juste pour qu'on parle des mêmes choses. Donc, un peu de contexte et de hauteur de vue sur notre processus d'expérimentation. Donc, à partir du point de départ dont Marion a parlé, nous, on va créer ce qu'on appelle un thème, c'est un projet. Donc, on parlera du thème assez régulièrement. Classiquement, ce thème va passer à travers 2 phases en discovery chez nous. Il y a une discovery orientée problème et une discovery orientée solution. Clairement, on n'invente rien à ce niveau-là. On réutilise le double diamant. Ce thème-là, à ce stade-là, au point de départ, on se pose évidemment beaucoup de questions sur le thème. Et du coup, ces questions vont porter à ce stade-là sur les problèmes rencontrés par les utilisateurs, les résultats ou les bénéfices attendus sur la problématique donnée, qui sont ces utilisateurs, le contexte dans lequel ils peuvent être confrontés à la problématique qu'on va cibler. Comme on va le voir ensuite, en fait, ces questions, on va les transposer sous forme d'hypothèses. On va tester seulement certaines de ces hypothèses, donc là, celles qui sont en vert et en rouge. Et du coup, celles qu'on va tester, on va les valider ou les invalider. On va revenir sur tout ça après. Et du coup, ce processus, c'est d'abord côté problème, ça va nous permettre de scoper notre thématique. Et puis ensuite, évidemment, côté solution, quand on va commencer à concevoir la solution, on va à nouveau avoir des questions auxquelles qu'on va transposer sous forme d'hypothèse, qu'on va tester, qui vont être validées ou invalidées. Mais surtout, le point clé, on va y revenir, c'est qu'on va exclure certaines questions qu'on se pose pour se concentrer sur les essentiels. Petite pause sémantique pour qu'on soit bien aligné sur le nommage des modèles dont on parle. Donc, une hypothèse, c'est ni plus ni moins qu'une question sur le thème lui-même, mais formulée sous forme d'affirmation. Donc, en anglais, c'est les assumptions. Là aussi, clairement, on n'invente rien. On réutilise simplement la méthode scientifique qui vraiment se base sur les hypothèses pour cadrer des expérimentations à échelle très, très large. Donc, l'intérêt d'avoir des hypothèses sous forme d'affirmation comme point de départ, c'est de cadrer la discovery. On va tester une chose et une seule. On évite les dérives. On évite de se perdre dans des learnings ou dans des insights secondaires, comme on va le voir ensuite. La deuxième chose, c'est que ça force à formuler et à se poser les bonnes questions. Formuler une hypothèse, comme on va le voir ensuite, sous forme de « nous pensons que », c'est un peu mouiller le maillot. On a l'impression que on est très basé sur nos opinions. Et ça, c'est hyper intéressant de formuler ça. Ça force à se poser des bonnes questions. Et le dernier intérêt, c'est d'avoir quelque chose de communicable. Nous, chez Epsor, on communique énormément sur les expérimentations que les différentes squads font. Et vous allez voir, on a un format extrêmement synthétique. Là aussi, on n'invente rien. On vole honteusement des modèles inventés par d'autres. Et ça, c'est génial parce que c'est très communicable. Les gens réalisent énormément, apportent des insights, apportent des éléments supérieurs. Donc, ensuite, si on revient à notre thème, et vraiment au cœur du sujet de ce webinaire, qui est la sobriété et la frugalité, au départ, ce qui fait qu'on a initié ce thème, c'était une contrainte réglementaire. Donc, on a assez peu de temps à consacrer à la discovery parce qu'on doit livrer une fonctionnalité très vite, sans quoi on va se faire taper sur les doigts par l'AMF. Donc, du coup, la question côté problème, ça se présente, comment on gère de la discovery pour scoper le plus efficacement possible notre opportunité. La première chose à faire, c'est on pose en vrac toutes les questions, donc toutes les hypothèses qu'on peut avoir sur notre thématique. Donc, dans le cas où une contrainte nous impose de faire en sorte que les épargnants réévaluent leur profil tous les ans, c'est ça le point de départ, on se posait des questions un peu plus larges sur l'opportunité. Est-ce que, globalement, les épargnants ils sont intéressés, finalement? Est-ce que ça concerne... est-ce que les épargnants qui sont inscrits depuis longtemps auront envie de réévaluer leur profil? Donc, on l'a formulé sous forme de « nous pensons que les épargnants inscrits depuis longtemps auront envie de réévaluer leur profil ». Est-ce que les épargnants voudront réévaluer leur profil quand les marchés fluctuent? On voit que c'est le cas en ce moment. Est-ce que les épargnants qui ont répondu au PIF, au questionnaire d'onboarding, auront envie de réévaluer leur profil? Nous, au moment de l'onboarding, il y a un questionnaire qui permet justement très tôt d'orienter l'épargnant vers un profil. Eh bien,
on s'est rendu compte, enfin, on en reparlera après, on se posait la question, est-ce qu'il y en a qui répondent assez rapidement sur ça en mode, vas-y, moi j'ai envie de voir mon espace, je m'en fous de vos questions. Donc, c'était une vraie question qu'on avait. Et est-ce que le moment où les épargnants placent leurs primes, c'est un moment où les épargnants se posent des questions sur leur profil d'investissement. Donc là aussi, si on revient à cette partie sémantique, on comprend deux des questions qu'on avait formulées. Est-ce que les épargnants souhaitent réévaluer leur profil et est-ce que le moment de placer une prime, c'est un bon moment? Eh bien, sous forme d'affirmation, sous forme d'hypothèse, ça donne l'hypothèse qui est là. Nous pensons que les épargnants voudront réévaluer leur profil au moment de placer leur prime. À ce stade-là, donc voilà, là, on va commencer à cartographier. Ce n'est pas très grave de savoir si c'est vrai ou pas. Enfin, il ne faut pas avoir honte de formuler ça, c'est bizarre, mais de formuler sous forme de « nous pensons que », puisque justement, le but de l'expérimentation, ça va être de tester à quel point cette hypothèse, elle est juste ou pas. Là, l'objectif, c'est essentiellement de cadrer ce qu'on veut apprendre. La cartographie, là, que vous montre Marion, c'est maintenant qu'on a posé toutes les questions qu'on se posait sur le thème en phase côté problème. Là, l'idée, ça va être de comment on priorise ça, comment on hiérarchise tout ça dans le but de planifier nos expérimentations et nos activités de discovery. Donc, la cartographie, là aussi, on n'invente rien, se fait selon deux critères essentiels, l'importance de l'hypothèse et le niveau de preuve qu'on a aujourd'hui. L'importance, c'est à quel point cette hypothèse a besoin d'être vraie pour le thème en question. Autrement dit, si je le formule autrement, c'est-à-dire si cette hypothèse, elle s'avère fausse, est-ce qu'elle risque de tuer le projet ou pas? Ça, c'est le niveau d'importance. Si elle risque de buter votre projet dans l'œuf, a priori, elle est plutôt importante. Le niveau de preuve, c'est tout bêtement le niveau de connaissance qu'on a sur cette hypothèse. Qu'est-ce qu'on sait sur ça à date? Est-ce qu'on a déjà des insights assez fiables ou est-ce que vraiment on part de zéro? Donc nous, par exemple, si on reprend ce que vous montre Marion, on considérait que le moment de placer une prime, c'était un moment critique. On avait quelques données à ce sujet-là, dans le sens où on sait que la majorité des épargnants, enfin si ce n'est la quasi-totalité, se connectent à ce moment-là pour placer leur prime. Donc on sait que c'est un touchpoint hyper critique dans la vie d'un épargnant. La deuxième, les marchés volatiles. Là, on avait juste quelques insights du support. On sait que quand les marchés financiers fluctuent beaucoup, c'est un moment où notre support a pas mal de questions. Les épargnants aussi contactent notre conseiller financier, parce que oui, vous pouvez avoir accès à un conseiller financier chez Epsor. Et bien du coup, donc les épargnants contactent pas mal notre conseiller pour savoir pourquoi leur épargne baisse, est-ce qu'ils sont bien investis et tout. Donc on avait quelques insights, mais ce n'était pas du quanti. La réponse au PIF à l'onboarding, donc la troisième, et les versements aussi, là, c'était un peu différent. Les versements, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'épargnants qui le font. Ce n'est pas un élément hyper structurant dans la vie d'un épargnant. On avait déjà des données sur ça. On sait qu'on n'a même pas 10% des épargnants qui versent de l'argent eux-mêmes tous les mois. Donc, on avait un point de départ. On savait que c'était moins important que les primes. Et la réponse au PIF à l'onboarding, le dernier, là, on avait aussi quelques feedbacks qualitatifs, pas vraiment quanti, qui étaient vraiment juste des indices sur le fait que les épargnants, en fait, effectivement, il y en a quelques-uns qui répondent un peu au pif parce qu'ils ont juste envie d'accéder à leur épargne et qu'ils se disent, bon, de toute façon, je modifierai plus tard. Du coup, on a sélectionné l'hypothèse la plus importante pour laquelle on avait le niveau de preuve le plus bas en se disant, évidemment, celle-là, vous allez me dire, ça paraît assez évident, mais c'est celle qu'il faut qu'on teste en premier. Et donc, du coup, là, on isole cette hypothèse et on se dit comment on va tester cette hypothèse. Et donc, comment tester cette hypothèse? Ça va être le rôle des expérimentations. Donc, de la même façon, une fois qu'on a isolé notre hypothèse et qu'on se pose la question comment on va la tester, on va poser sur la table toutes les expérimentations, toutes les méthodes possibles, tous les moyens possibles pour tester cette expérimentation.
Donc, bon, je ne vous ai pas montré, je ne vais pas mis tous pour des questions de lisibilité de la presse, mais il y en a 3 intéressantes qu'on avait posées sur la table. Le sondage, sonder les épargnants, on va y revenir. On avait l'opportunité de mettre en place un espèce de MVP no-code absolument immonde, et ensuite de faire des user interviews, peut-être pour creuser ou approfondir certains sujets. Ce qui est important, alors comme vous pouvez le voir là aussi, pour ceux qui ont lu tout ça ou qui s'intéressent, on utilise, on n'invente rien à ce niveau-là. Cette façon de faire, ça a été popularisé par Strategizer sur le fait de tester, test cards, learn cards. Donc bref, tout ça, ce sera familier pour ceux qui ont un peu intéressé à ça. Donc du coup, une fois qu'on a posé nos expérimentations, qu'on a listé, l'idée, c'est par laquelle on commence. Une fois, vraiment faire les choses les unes après les autres, expérimentation, puis aller vers les autres. La première expérimentation, pour nous, c'était le sondage. Et en fait, ce qui est important à retenir, c'est les objectifs. Dans un premier temps, on va chercher des ordres de grandeur. Et donc, du coup, le sondage nous permettait d'obtenir des ordres de grandeur. On ne cherche pas des réponses fines à ce stade-là. On veut savoir si ça concerne personne. En fait, finalement, nos épargnants se foutent pas mal de réévaluer leur profil. Si ça concerne quand même une proportion significative des gens, ou si c'est en fait finalement la totalité qui se pose des questions sur ces placements. Voilà. On estimait que le sondage nous permettait d'avoir ce niveau d'information au niveau des ordres de grandeur. Ensuite, le MVP, donc voilà, on va parler du sondage là tout de suite. La première chose, c'est de préparer l'expérimentation. Quand on va lancer une expérimentation, on formalise le contexte de l'expériment dans ce qu'on appelle une experiment card. Donc, c'est dans Notion. On a un template pour ça. Et elle suit, là aussi, elle suit tout simplement le format qui a été popularisé par Strategizer. On va, dans un premier temps, rappeler l'hypothèse. Donc là, nous pensons qu'au moment de placer leur prime, les épargnants auront envie de réévaluer leur profil. Le test, on explique le test, le fait qu'on va lancer un sondage, ce qu'on va mesurer et les critères de succès. Là, évidemment, comme on partait de zéro, vous allez dire comment tu as fixé tes critères de succès, Louis? Et c'est une bonne question. En fait, ce n'est pas très grave. Là aussi, les critères, le seuil veut dire, ce qui est important, c'est les ordres de grandeur qu'on fixe. Ce qu'on voulait, c'est que la majorité des gens qu'il y ait une proportion significative des gens qui aient envie de réévaluer leur profil. Et ce qu'on voulait, c'est que la majorité de ces personnes-là, pour la majorité de ces personnes-là, ce soit au moment où elles placent une prime que ce soit le plus important. Donc, on allait regarder les réponses à ce sujet-là. Ensuite, on lance notre experiment. Donc, bon, là, on fait de la pub pour les copains. On utilise Scribe, qui est un outil de survey in-app. Nous, c'est pas vraiment qu'on détourne l'usage, mais on l'utilise énormément pour faire du recrutement d'utilisateurs et des expérimentations comme ça. Donc, on a un peu tout le temps dans l'app des surveys en cours. Et donc, du coup, voilà, là, on a posé ces questions tout simplement aux utilisateurs. Au bout d'un moment, on a collecté les données. On a estimé qu'on avait des données suffisamment fiables pour arrêter l'expériment. De mémoire, je pense qu'elle a duré 2 semaines, celle-là, maximum, vraiment grand max. Et du coup, voilà les résultats qu'on a obtenus donc, à nos 2 questions. On a vu qu'on avait 62% des épargnants qui, en fait, effectivement, étaient intéressés pour évaluer leur profil et que le moment de la prime était effectivement placé numéro 1. Ce qui est important là, c'est vraiment les ordres de grandeur, et Marion va en reparler après, c'est qu'on se fout pas mal que ce soit 60%, 65%, 70%, 75%. Ce qu'on veut, c'est que ce soit le moment numéro 1 et qu'effectivement, ce soit quelque chose de significatif. Une fois qu'on a ces observations, c'est fait, on va les synthétiser dans la partie learning de notre carte Notion, là, donc qui suit toujours le même template et qui synthétise de façon extrêmement réduite les observations qu'on a, les apprentissages, c'est-à-dire donc là, les learnings and insights, c'est-à-dire, OK, on a observé ces chiffres-là, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Qu'est-ce que franchement, ça nous apprend? Et ensuite, il y a une partie 4 extrêmement importante, c'est la partie décision et action.
chaque expérimentation, chaque résultat d'expérimentation, chaque apprentissage doit engendrer des actions. Qu'elles soient en fait, finalement, on considère que cet expériment ne nous apprend rien, il faut qu'on en relance une. Soit ça nous apprend des choses, ça invalide l'hypothèse et ça kill le projet. Soit on considère que ça valide l'hypothèse et qu'elle est suffisante pour qu'on avance dans l'espace solution ou qu'on fasse autre chose. Mais la partie action est extrêmement importante. Du coup, après cette expérimentation-là, nous, on s'est dit, OK, on a des ordres de grandeur, on voit que le moment des primes, c'est un moment important. Maintenant, on veut approfondir ça. Et donc, on est descendu un niveau plus précis. Et on a fait un MVP en no-code. Alors, ce n'est pas toujours possible. Là, il s'avère qu'on avait les outils qui permettaient de faire ça. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... de la même façon, on formalise l'expérimentation. Et donc là, on a utilisé Stonely, qui est un outil de documentation qu'on a un petit peu détourné aussi pour l'occasion, qui renvoie vers un typeform. Dans ce typeform, on posait tout un tas de questions aux épargnants. En fait, c'était les mêmes questions que les questions qu'on allait vraiment leur poser. Ce typeform était connecté à une spreadsheet qui calculait le profil recommandé en fonction des questions. Et cette spreadsheet était connectée à Zapier et à Gmail pour renvoyer les résultats aux épargnants. Donc, ce n'était évidemment pas un parcours in-app, c'est absolument immonde, mais au moins, on avait quelque chose de fonctionnel et qui permettait de produire de la valeur. Et ce qu'on voulait voir à travers ça, c'est combien cliquent sur la Stonely, combien vont au bout du typeform, voilà. Et donc, du coup, c'est un peu ces données-là qu'on a synthétisées. Donc là, c'est les observations. Donc là, on a regardé le nombre de clics sur la Stonely, on a regardé le taux de conversion dans le typeform, et voilà. On a synthétisé ces apprentissages là aussi dans une learn card, et ce qu'on a vu, c'est que 26% des utilisateurs qui ont vu cette Stonely ont bien cliqué sur le CTA, et que la majorité des épargnants qui ont commencé le typeform sont bien allés au bout. Donc, ça nous a informés en nous disant, OK, un truc dans le parcours de prime, même immonde, suscite suffisamment d'envie aux épargnants pour qu'ils soient capables d'aller au bout. Et donc, du coup, là, avec ces learnings-là, on a approfondi ça avec des user interviews. Donc là, c'est vraiment le fine-tuning. On a voulu approfondir l'usage de ce MVP. Je ne vais pas en parler. Et surtout, on a décidé de passer côté solution. Du coup, à retenir très rapidement de cette première partie, il faut commencer par les hypothèses critiques et peut-être même l'unique hypothèse, parfois dans certains cas, donc ce qui risque de tuer votre projet. L'autre enseignement important, c'est qu'au début, on a juste besoin de valider des ordres de grandeur, donc vraiment démarrer par les expérimentations qui vous prennent le moins de temps, qui permettent de dégrossir le sujet. Et hyper important aussi pour aller droit au but, de synthétiser à chaque fois vos learnings et ce que vous allez faire après. Je laisse lui parler de la deuxième partie. Ouais, côté solution, donc là, en gros, comme on a dit, on considère qu'on avait validé notre scope, donc notre problème, les objectifs, le contexte d'usage auprès des utilisateurs. Et donc là, du coup, on a décidé de passer côté solution. Solution, là, en fait, on a fait notre idéation, on a fait de la conception, on a abouti à une première solution, et là, du coup, on se pose des questions. De la même façon, on a posé toutes les questions qu'on avait à propos de cette solution. Je ne vous montre pas tout le détail à ce niveau-là, mais pour l'exemple, voilà deux des questions principales, deux des hypothèses principales qu'on avait à propos de cette solution-là. La première, hyper classique, c'est est-ce que les gens ils réussiront à utiliser la solution qu'on a imaginée? Et la deuxième, c'est lié à un use case très spécifique et assez structurant chez nous, qui est, alors je vais essayer de la faire courte, un profil. C'est un cocktail de fond, comme on disait, mais à un instant T. À travers le temps, si vous vous êtes fait recommander un profil en 2020 et qu'aujourd'hui, vous voulez ce même profil, il n'aura plus tout à fait les mêmes fonds. On l'aura fait évoluer. Or, on a vu que du coup, quand on recommande le même profil, le même niveau de risque aux gens, mais que le profil a évolué entre-temps, il faut qu'on fasse comprendre cette notion-là. Parce que nous, on ne peut pas forcer l'épargnant à mettre à jour son profil. Ça restera toujours une action de la part de l'épargnant. Donc, du coup, on savait que c'était un use case assez structurant pour lequel on avait déjà des niveaux de preuve dans le sens où, par le passé, il y avait une expérimentation qui avait été faite, qui avait fail. Et on savait donc, du coup, que c'était assez problématique.
Le premier, donc du coup, la solution, là, franchement, hyper classique, des tests modérés en interne. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on est hyper à l'aise avec le fait de faire des user tests en interne. Alors, je pense que ça ferait sauter au plafond des researchers, mais en fait, on se rend compte que le niveau de biais en interne, il est tel que si quelqu'un ne comprend pas, si quelqu'un en interne ne comprend pas une notion, cherchez même pas à la mettre entre les mains de vos utilisateurs, ils ne comprendront rien du tout. Donc, du coup, en fait, c'est assez intéressant pour tester certaines parties. Donc, on le fait, franchement, on fait très attention au biais, mais on n'hésite pas à tester en interne. Et évidemment, des tests utilisateurs en externe. Je ne vais pas en parler, mais je voudrais simplement vous partager un petit truc qui pourra peut-être, enfin, en tout cas, je l'espère, vous être utile. C'est la matrice qu'on utilise pour noter les tests utilisateurs de prototypes que l'on fait. En gros, comment il faut lire cette grille? Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est on va noter détailler toutes les étapes clés du flow idéal, ce que vous voulez que vos épargnants, vos utilisateurs, ils fassent avec cette solution-là, toutes les étapes clés par lesquelles ils doivent passer. Et l'idée, c'est de noter pour chaque personne à chaque étape s'il a réussi à passer ces étapes facilement, avec difficulté ou pas du tout. Et du coup, en fait, cette matrice-là vous permettra d'identifier assez vite les étapes les plus problématiques. Et évidemment, dans le cadre d'une discovery frugale et sobre, ça veut dire que c'est ces étapes-là sur lesquelles il faut que vous vous concentriez et pas les autres. La deuxième hypothèse, là vraiment, je pense le cas le plus intéressant, c'est le use case dont je vous parlais, la montée en version d'un profil, donc recommander à un épargnant le même profil, mais qui a évolué entre-temps. Et donc là, c'était un cas spécifique au sein de la solution, donc on avait déjà validé la solution et le cas nominal, on savait que ça marchait, mais il y avait un cas spécifique sur lequel, franchement, on avait absolument besoin d'avoir des réponses. Et donc là, l'objectif, pour avoir des réponses assez rapidement, on a utilisé un Maze. Donc, s'il y a des gens de Maze, coucou, c'est cool votre solution. On a utilisé Maze parce qu'en fait, dans ce cas précis, c'était hyper adapté. Ça permet d'avoir à la fois des feedbacks qualitatifs et quantitatifs avec un lead time assez réduit. Parce que du coup, c'est pareil, nous, on pousse ça via Scribe. Et là, en une semaine, on a pu tester le scénario de je te recommande le profil Zen, sauf que ce n'est pas tout à fait la même version que celle que tu as. Et donc, du coup, je vous ai mis les screenshots des 2 dernières itérations. On a fait 3 itérations. Et donc, vous voyez vraiment les ordres de grandeur qui changent. Autrement dit, ce qu'on voulait, c'est toujours la même chose, un signal positif extrêmement fort. Et du coup, on a la deuxième itération, la première, bon, c'était encore pire, je ne vous la montre même pas. Mais la deuxième, comme vous voyez, les résultats sont quand même finalement assez similaires. Et on a itéré, la troisième itération a montré un signal positif hyper fort autour de la solution cible. Et du coup, voilà. Je termine par une petite merci Louis, je termine par vraiment ce qu'il faut retenir de ça. Peut-être 2 trucs qu'on a mal fait ou pas bien compris sur le moment et qui pourraient vous être utiles. En tout cas, nous, on a pris ça. La première, c'est que pendant le thème, et ça nous arrive assez souvent, il y a pas mal de gens qui vont essayer de vous élargir le problème que vous aviez à la base, et notamment les utilisateurs. Donc nous, par exemple, quand on leur mettait une solution entre les mains pour évaluer leur profil, on disait: «OK, mais alors du coup, le nouveau profil, je voudrais l'utiliser pour adapter mon épargne existante, modifier mes placements, placer ma prime selon ce nouveau profil». Et du coup, en fait, on a eu tendance à élargir la solution, enfin, élargir le problème, lequel on répondait en faisant des itérations sur la solution qui prenaient en compte des problèmes adjacents. Et ça, le problème que ça vous pose, c'est que vous allez créer des maquettes qui vont être longues à développer. Du coup, ça va vous faire plein de stocks et c'est pas la manière la plus efficace. Donc, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est plutôt à chaque étape, vraiment se dire: «OK, on nous a parlé de ce problème, mais en fait, c'est pas le problème de base. On le résoudra plus tard. Pour l'instant, on reste focus sur la solution au problème de base». Le deuxième truc, c'est sur les tests non modérés. Là aussi, c'était une des premières fois qu'on utilisait Maze et on a appris un truc, c'est que les tests non modérés, ça peut être utilisé pour évaluer le niveau de compréhension des utilisateurs, mais il faut faire attention à la manière dont on le fait. Parce qu'au début, en fait, on demandait aux gens: «Est-ce que vous avez l'impression d'avoir bien compris sur une échelle de 1 à 5?» Et globalement, on nous disait qu'ils avaient bien compris. Mais il y avait des éléments qui nous laissaient penser que peut-être c'était pas trop le cas et en fait, on a compris après que pour pouvoir évaluer ça, et c'est ce qu'on a fait dans la dernière itération, il faut plutôt évaluer la compréhension sous forme de quiz, puisqu'on n'est pas dans une discussion avec l'utilisateur, donc on va pas pouvoir vérifier. Donc la seule manière, c'est par exemple lui dire, lui donner, tout un tas de réponses possibles et voir s'il répond bien. Donc en fait, évaluer sa compréhension de manière objective.
Ça, c'est un autre enseignement sur les testimonials. Et donc, si je récapitule tout ce qu'on vous dit depuis le début, finalement, il y a 3 choses à retenir. La première, c'est si vous voulez une discovery efficace, je pense toujours se focaliser sur la chose que vous devez apprendre là maintenant, l'hypothèse la plus critique. Qu'est-ce que c'est? Un autre point très important, c'est quand vous recueillez des insights secondaires, notamment dans les interviews, mais aussi dans toutes les expérimentations que vous allez mettre en place, mettez-les de côté, ne cherchez pas à tout utiliser. Par exemple, Louis disait tout à l'heure, dans les tests d'utilisabilité du prototype, on récupère plein d'insights, les gens vont nous questionner à d'autres étapes et tout. On n'utilise pas tout, on n'utilise que les points critiques sur lesquels on doit itérer. Par contre, les insights secondaires, on les garde et plus tard, on sera amené à retravailler dessus. Et enfin, le dernier point, c'est bien questionner le scope à chaque étape pour bien recentrer sur un problème, un use case, les uns après les autres. On a fait le tour, on était un tout petit peu plus long que prévu. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. On voulait juste vous dire que si vous aviez de l'épargne d'entreprise ailleurs que chez Epsor, n'hésitez pas à nous mettre en contact avec votre équipe RH, puisque, comme vous, on a besoin de croissance. Donc voilà. Écoute, merci beaucoup Marion, et merci Louis. Franchement, c'était super intéressant et certes, on a un petit peu débordé, mais je pense que ça en valait la peine. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On va prendre 15 minutes de Q&A. Juste avant, on va vous poser une petite question qui vient de The Product Crew. Je vais repartager mon écran. Ah, ok, non. C'est Pauline qui va partager son écran. Et voilà, vous voyez, c'est un Slido. Et la question du sondage, c'est la place, en tout cas la maturité de votre entreprise sur les questions de discovery. Donc, vous voyez, au top, Avengers, level Discovery Discipline. Là, on est plus dans le cas un peu blablacar. Fast and Furious, on aimerait en faire, mais on n'a pas le temps. Seul au monde, j'ai pas d'équipe, pas de ressources, je suis tout seul. Et enfin, Disco quoi. Donc, si vous n'en avez jamais entendu parler dans votre boîte, ce qui serait critique. Et pendant que vous répondez, je vais commencer par prendre quelques questions. J'en ai vu passer beaucoup. Alors, déjà, tout d'abord, comment est-ce que vous avez défini vos hypothèses de départ? Je crois que vous en avez parlé un peu. Il y avait des retours du support, il y avait un peu de gut feeling, mais voilà, d'où venait un peu la majorité de vos hypothèses de départ? Tu la prends, Louis ? Je vais la prendre, ouais. Là, en fait, franchement, il n'y a pas. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de framework dans le framework. Il y a, comme on dit, on a notre thème à un instant donné. Si on essaye de s'attacher à répondre, à scoper le problème et donc identifier la problématique, les utilisateurs ou autres, c'est qu'est-ce que vous savez pas? Enfin, c'est quoi les questions que vous vous posez? Donc, d'abord, on les formule sur OK, est-ce que c'est les épargnants qui s'y connaissent beaucoup? Nous, on a beaucoup ce sujet-là. Est-ce que nous, par exemple, c'est les épargnants qui s'y connaissent beaucoup ou pas beaucoup qui sont intéressés par ça? Est-ce que c'est si ça? Est-ce que, comme ce que j'avais dit, est-ce que faut vraiment tout lister en vrac? Il n'y a absolument pas de limite à ça. L'idée, c'est vraiment de poser sur la table toutes les questions que vous vous posez. La cartographie importance preuve va justement ensuite permettre d'exclure certaines hypothèses et de mettre en avant les plus critiques. Mais au départ, franchement, Et effectivement, peut-être faire un peu. Ouais, Ouais, j'allais vas-y, dire, pardon. non, pour compléter, peut-être une des sources, c'est vrai qu'on utilise, mais comme beaucoup d'entre vous, je pense, c'est qu'effectivement, on va voir ce qu'on sait déjà. Donc, on utilise Product Board, donc on va voir dans Product Board s'il y a déjà eu des insights sur ce sujet. Et puis, on discute avec les équipes support et de conseils financiers régulièrement. Et donc, quand on sait qu'on a un sujet comme ça, on va leur en parler et voir ce que nous en disent. Donc, ça va aussi être une base d'hypothèse. Ouais. On ne fait pas non plus totalement dans notre coin. Ok. Il y a plusieurs questions qui sont revenues sur les sondages, notamment déjà sur le volume d'utilisateurs et sur combien de temps. Hein. C'est un peu sur la validité, disons, du sondage. Hein. À partir de combien de users vous estimez que vous avez des insights solides. Et également, une deuxième question sur si le projet avait finalement été invalidé par les sondages. Est-ce que vous auriez changé vos hypothèses? Est-ce que vous auriez mis fin à la discovery? Alors, malheureusement, si on avait le problème, en fait, comme on l'a dit au départ, nous, le projet a été initié à partir d'une contrainte réglementaire. Donc, en fait, on n'avait pas le choix. Il aurait fallu qu'on aille quand même dans la direction. Ce qui aurait changé, effectivement, c'est le scope du problème. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur l'espace, permettre aux épargnants de réévaluer au moment où ils placent une prime, en fait, on aurait fait un truc beaucoup plus simple qui est, je sais pas, vas-y, ça fait 1 an que tu n'as pas réévalué ton profil, maintenant c'est le moment de le réévaluer. Donc en fait, on aurait beaucoup moins travaillé
à essayer de faire venir des épargnants qui se posent des questions, à être au bon moment, dans le bon contexte, à essayer d'expliquer énormément les choses, je pense qu'on aurait fait un truc beaucoup plus restreint parce que finalement, on se serait dit, en fait, il n'y a aucune opportunité pour l'épargnant, ça n'est vécu que comme une contrainte. Là, en fait, on a vu qu'il y avait de la valeur à en tirer et du coup, voilà. Vous avez vraiment transformé une contrainte en opportunité business, en fait. C'est un peu le… Ouais, c'est ce qu'on cherchait à savoir si c'était. Et sur la question de data, effectivement, pour les sondages, il faut un petit peu de volume. En fait, ça dépend. Si c'est juste un oui-non, il y a des outils que vous pouvez trouver via Google qui vous permettent de savoir si un résultat est significatif. Sinon, nous, parfois, on a la flemme, donc on demande à l'équipe data de nous le dire. Mais en gros, l'avantage de solutions comme Script, de survey comme ça, dans l'application, c'est que si vous avez quand même un nombre d'utilisateurs qui se connectent régulièrement, qui est suffisant, vous pouvez très très vite, en quelques jours, avoir des résultats de plusieurs centaines de réponses. Nous, en plus, je trouve qu'on a parfois des activités un peu saisonnières. On sait qu'on a des pics de connexion à certains moments parce qu'on onboard pas mal de personnes d'une société ou on verse des primes. Et du coup, parfois, on a des milliers de personnes qui vont se connecter la même semaine. Et donc là, on en profite pour lancer plus d'expérimentation. Ok, merci. Il y a une question qui est revenue aussi pas mal sur les profils du coup, qui ont été impliqués dans toute cette discovery. Vous en avez parlé au début de l'organisation de l'équipe. Mais voilà, qui a été impliqué sur quelle phase du process de discovery? Louis, Vas-y, Marion, je t'en prie. c'est toi qui l'as mené. Ok, bah, du coup, je prends. Du coup, en fait, Marion m'a expliqué le contexte de départ. En l'occurrence, dans la squad, il y avait Quentin, notre cher et brillant designer. Je ne sais pas s'il est là. Si tu n'es pas là, Quentin, tu as tort de ne pas être là. Donc, du coup, il y avait Quentin, le designer, moi-même, qui avons vraiment été le binôme en charge de tout ça. Ah bah, il est là. Oui, il est là, je te confirme. Euh, Du coup, donc il y avait Quentin et moi-même qui étions vraiment le binôme en charge de cette discovery. Enfin, je ne veux pas me perdre dans de la philosophie produit de comptoir, mais disons qu'on essaie vraiment chez Epsor de dégager du temps au PM et au PM pour qu'ils se consacrent essentiellement à la discovery beaucoup plus qu'à la delivery. Parfois, c'est possible, parfois, c'est pas possible. Là, en l'occurrence, on partait de zéro. Donc, du coup, Quentin avait besoin de beaucoup de soutien, de beaucoup de soutien pour conduire des expérimentations. Quand il faisait des user tests, il avait besoin d'un script. Donc, du coup, donc on faisait beaucoup ça à deux. Et en fait, on a conduit essentiellement tout ça à deux. Le MVP, Quentin l'a fait tout seul. Donc, on était deux, en fait. Ok, et Après, ça vous a pris quand il combien de s'agit temps? de… Pardon, quand il s'agit, je finis sur ça. Maintenant, on a une équipe data un peu plus étoffée. Du coup, maintenant, ça nous permet d'aller un peu plus loin. Et avant, en fait, quand on n'avait pas de data, c'était assez compliqué. Il fallait que les PM fassent eux-mêmes parfois des queries SQL ou se plongent dans Amplitude. Maintenant, on est une équipe un peu plus dédiée. Donc, du coup, ça nous permet aussi plus tôt d'avoir des données plus fiables. Mais bon, ça aussi, c'est les ordres de grandeur. Si on n'avait pas eu ça, au début, on aurait fait 100 et on aurait cherché autrement des ordres de grandeur. Ok. Et pour rappel, vous l'avez précisé, mais donc ça vous a pris un mois à deux, c'est ça? De mener à bien cette discovery. Ouais. Problème Ouais, et alors, solution, un mois. pas le Donc use case, ouais, sauf le use case dont on parlait à la fin. voilà, sauf le use case là qui a Mais été. qui en fait était une itération de plus finalement par rapport au socle, Oui. par rapport au use case central, c'était finalement le derrière, on pouvait passer en delivery sur le use case principal et continuer à discovery sur des use cases plus secondaires. Bah, Justement, c'est la prochaine question. C'est comment est-ce que vous avez géré tous ces insights secondaires? Comment est-ce que vous les avez priorisés pour pouvoir les tacler par la suite éventuellement? on les stocke. Alors, on utilise, comme on avait déjà Product Board en place, qu'on avait déjà du stock d'insight, on l'utilise. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur outil comme Research Repository. Enfin non, je suis même sûr que ce n'est pas le meilleur outil comme Research Repository, mais il était déjà en place. Donc en fait, quand on fonctionne comme ça, quand on fait par exemple des user interviews ou une experiment, on synthétise avec Quentin très rapidement l'experiment. Donc on remplit notre learn card, on établit les conclusions sur les hypothèses clés.
Comme ça, on prend nos décisions rapidement. Tous les insights secondaires, en fait, on les met dans Product Board et on les map aux besoins et aux autres thèmes, aux autres challenges qu'on pourrait rencontrer. Comme ça, ces insights secondaires, par exemple, Marion a parlé du fait que, en fait, quand les gens, nous, par exemple, ils réévaluent leur profil, en fait, très rapidement, ils veulent tout de suite adapter leur épargne. Ils me disent, ah, OK, tu me recommandes le profil explorateur au lieu de randonneur, super. Bah, moi, je veux tout de suite adapter mon épargne. Ça, c'était un gros insight qui est ressorti, qui n'était pas un insight lié à une hypothèse de départ, mais il était hyper important. Du coup, on l'a stocké dans Product Board, et du coup, il a alimenté notre base de connaissances pour pas qu'on le perde plus tard. Et derrière, Ok. ça va nous servir pour des décisions de remap. Ok, bah, écoutez, il y a encore pas mal de questions, mais je pense qu'on n'arrivera pas à faire le tour de toutes les questions. N'hésitez pas à ajouter Louis et Marion directement sur LinkedIn, hein. Je pense que voilà, si vous avez des questions plus spécifiques, ils se feront un plaisir de vous répondre. Pour revenir sur les résultats du sondage, c'est impressionnant. On voit qu'au final, il y a plus de 58 personnes qui ont répondu et finalement, il n'y a que 12% des gens qui nous disent que voilà, ils ont une discovery niveau discovery discipline au sein de leur boîte. Et surtout, on voit en tout 80% des gens qui sont qui n'ont soit pas le temps, soit pas d'équipe ou pas de ressources. Donc, comme quoi, ce webinaire était très pertinent. Était très pertinent pour justement faire en sorte que tous ces gens se sentent moins seuls dans leur réalité quotidienne. Et écoutez, je pose une dernière question qui est plus orientée recrutement. À toi, Marion, qu'est-ce que tu recherches comme qualité quand tu recrutes un product manager? Tu aurais pu me donner la question avant pour que je puisse donner une réponse intelligente. Désolé, elle est venue un peu en surprise, effectivement. Je ne vais peut-être pas faire une réponse la plus intéressante, mais je recherche en premier le fit, quoi. J'ai envie de travailler avec quelqu'un qui va apporter quelque chose dans l'équipe, qui va être nouveau, qui va s'intégrer à l'équipe, apporter un truc nouveau en termes de culture, qui va fitter avec quelque chose dans notre boîte et apporter une manière de penser un peu différente de l'équipe actuelle. Ok, Je ne sais pas si merci. c'est vraiment résumé par le fit, mais c'est plutôt de ce genre de qualité que je vais rechercher. Ok. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié en tout cas ce webinaire. N'hésitez pas à nous laisser une note de 0 à 5. Bon, les zéros ne seront plus les bienvenus au prochain webinaire, hein, je tiens à le dire. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu.